Oui, dis-moi. Ouais. Non. Là, je l'ai arrêté pendant 1 mois. Après, j'ai pris des plantes à côté pour m'aider à… Là, ce qu'on vend, le ashwagandha, le fenugrec, le maca, ce sont des plantes adaptogènes qui aident à réguler le système hormonal et donc à réamener un équilibre au niveau de tout ça. Donc là, 1 mois, 0 café. Et là, je tourne à 1 à 3 cafés par jour, pas plus. Tu dis 3 cafés? C'est même très bon, parce que dans la caféine, tu as également une substance qui est neuroprotectrice et très bonne pour ton cœur. Donc le café, c'est très bien d'en prendre. C'est comme pour tout, le trop, c'est du poison. Alors après, je préfère encore être sur la qualité du café, optimiser la qualité de la caféine que de m'envoyer n'importe quel type de café. Après, voilà, on fait avec les moyens du bord. Mais la caféine stimule aussi la production d'énergie, ça booste ton métabolisme, donc ce n'est pas du tout mauvais d'en prendre. C'est très très bien, je le conseille. Hein. Moi, d'ailleurs, la plupart des gens qui viennent, ça arrive souvent chez les filles parce que les filles ont un problème avec l'agressivité pendant l'entraînement, c'est « Oh, il y a du poids, alors attention, je dois être en contrôle de peur de me blesser. » Toi, c'est 2 bonnes claques qu'il te faut et puis un gros café pour t'énerver parce que là, c'est clair que si tu mets pas un peu d'agressivité, la barre, tu vas la subir pleine poire. Dis-moi. La, la quantité de caféine, ouais. Détail, pas de souci. La nicotine, c'est plus par rapport… Ah oui, oh putain, tu fais bien de me parler de ça. Dopamine, sérotonine, hyper important. On va parler vite fait de ça avant de passer à la suite. Dopamine, sucre, boost de dopamine. Dopamine, hormone du bonheur, du bien-être. On rentre d'une journée de boulot, la plupart des gens font quoi? Ils bouffent du sucre. Ils se ruent sur du chocolat ou de la merde comme ça. Oh, je décompresse, putain, la petite bière à la fin de la journée. C'est marrant, c'est comportemental. Vous avez le même comportement qu'un dauphin. Vous attendez la récompense. Vous êtes des dauphins. Vous attendez la récompense de la fin de la journée pour avoir votre bon bec, votre source de bien-être. Non, mais les dauphins, on les habitue à travailler pour avoir leur récompense à la fin. Vous vous dites, j'ai une grosse journée de travail, je mérite d'avoir mes chocolats ou ma bière ou mon petit plaisir. Vous méritez rien du tout, c'est juste que vous avez travaillé parce que vous le devez. Vous voulez avoir quelque chose qui vous détende, allez marcher. Faites quelque chose qui stimule plutôt la production de sérotonine que de dopamine. La dopamine, c'est problématique parce qu'en fait, après, il y a d'autres glandes dans le cerveau qui régissent fortement cette dopamine et plus vous la stimulez, plus ça va en demander. Et le problème qu'il y a avec la dopamine, c'est que c'est addictif. Plus vous en sécrétez, plus vous en avez besoin. Les téléphones, là, Instagram, tic, tic, tic. Ah putain, je le pose. Allez, 5 minutes après. Ah putain, il faut que j'aille sur Instagram. Facebook, toutes ces conneries-là. Shoot de dopamine, on vous vole du temps, mais plus vous passez de temps dessus, plus vous devenez accro. Le sucre, c'est pareil. Le sucre n'est pas considéré comme une drogue, mais agit en tant que tel. Ce n'est pas une drogue. À quel moment vous vous levez pendant la nuit pour vous dire « j'ai besoin de ma dose de sucre » C'est pas une drogue. Faut arrêter de dire que c'est une drogue. Par contre, ça agit exactement comme une drogue. Plus vous en prenez, plus vous aurez besoin de ça. Le sucre n'est pas bon du tout. Mais à faible dose, moi, je suis un bec à sucre. En général, je commence par une boule. C'est plutôt 5-6 boules à la fin de glace. Un toffifé, c'est jamais un toffifé, c'est 2-3 toffifés. D'ailleurs, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle. Voilà, mais on le prend après le repas et puis c'est tout. Oui? Oui? Protéines, glucides, lipides. Donc, ton fruit, c'est un glucide. Il faut que tu manges soit pendant, soit après, soit si tu le prends en collation avec une poignée d'amandes et une source de protéines avec. Obligatoire. Un œuf, c'est parfait.
tu as la protéine du blanc d'œuf, tu as les graisses dans le jaune. Ça, c'est le top. Une poignée de noix de cajou, un skyr, par exemple. Viande séchée, ouais, ça va très bien aussi. Pop. J'en étais où du coup avant? Ah oui, dopamine, donc du coup, dopamine, c'est court-termiste, c'est ça le problème. C'est bonheur court terme. Des shoots de dopamine en gros. On en a besoin, mais accompagné de la sérotonine. La sérotonine est produite dans votre intestin. À 90% dans l'intestin, à 10% dans le cerveau. La sérotonine est également précurseur de la dopamine. Donc pas beaucoup de sérotonine, pas beaucoup de dopamine. La sérotonine, elle, c'est long-termiste. Dopamine, vous regardez un film, droit derrière après le film, ah, je suis bien. Et puis 5 minutes après, vous vous sentez comme une loque. On a besoin de se renvoyer un autre film ou de faire quelque chose d'autre qui nous stimule. Je me shoot derrière Instagram, je pose le Natal, 5 minutes, je souffle, oh putain, j'ai de nouveau besoin de ma dose. C'est ce genre de comportement-là, la dopamine. La sérotonine, c'est long-termiste. C'est j'ai un entraînement à faire, j'arrive à la fin de l'entraînement, putain, je suis content de l'avoir fait. Et là, je suis bien pendant un moment. Je veux faire une randonnée en famille, je rentre, c'était une journée vraiment cool. Moi, je carbure à l'apprentissage. J'étudie environ 2 heures par jour sur des thématiques diverses et variées. Mais 2 heures par jour, c'est le matin avant d'aller au travail, dans la voiture, sur le trajet pour aller au boulot, le retour, j'ai tout le temps mes écouteurs et je passe ma vie à écouter des vidéos, de la formation. S'il y a une journée où je ne le fais pas, je ne suis pas très bien. J'ai l'impression d'avoir perdu une journée et d'être totalement inactif. Et c'est ce qui me permet au passage de devenir bon dans tous les domaines que j'ai envie. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui me booste, qui me stimule à toujours aller de l'avant. La sérotonine, c'est quelque chose qui va vous permettre à vous développer, à évoluer, mais vraiment dans le bon sens du terme. Ce n'est pas devenir des petits ragondins qui deviennent accros à leur téléphone. Ça, c'est la dopamine. Et ça va surstimuler une glande du cerveau qui va vous en redemander encore et encore. Par rapport à ça, on a la sérotonine qui va se dégrader en mélatonine, qui, elle, va dans un premier temps abaisser votre pression artérielle, le rythme cardiaque, va vous faire passer dans une première phase de sommeil. Ce n'est pas la mélatonine qui va vous aider à dormir, mais c'est la première hormone qui va vous aider à vous guider en direction du sommeil. La mélatonine, c'est une hormone qui est neuroprotectrice. Vos neurones, on n'en crée plus. Vous avez un patrimoine neuronal de la naissance. La seule zone du cerveau, c'est l'hippocampe qui peut recréer de nouveaux neurones. Les autres parties du cerveau, d'une fois qu'on a pété les neurones, ils ne se reconstruisent plus. Par contre, on peut, avec les neurones qui nous restent, faire de nouveaux trajets neuronaux grâce à l'apprentissage, grâce à la mélatonine qui va désenflammer les neurones qui ont été enflammés pendant la journée. C'est vraiment la mélatonine qui a ce rôle-là. Donc, si vous avez une sérotonine complètement éclatée par un système digestif complètement éclaté, pour ça qu'on parle aujourd'hui le cerveau, votre deuxième, l'intestin, votre deuxième cerveau. Dans votre intestin, vous avez 200 millions de neurones, l'équivalent d'un cerveau d'un chien. Vous avez tout votre microbiote intestinal. Il y a à peu près 1000 colonies différentes dans votre intestin. Vous avez votre système immunitaire. Donc, personne qui tombe toujours malade, il faut aller regarder au niveau de la bouffe. Qu'est-ce que vous mangez qui vous rend toujours malade? La sérotonine produite par votre intestin, qui, elle, est précurseur justement de mélatonine et de valentonine. Vous ne dormez pas bien, allez voir au niveau de votre intestin, l'alimentation. Et il y a tout qui est lié. Donc, vous mangez n'importe comment, vous enflammez votre tube digestif, vous éclatez votre microbiote intestinal, vous diminuez la production de sérotonine, vous diminuez la production de mélatonine, vous éclatez votre sommeil, vous ne dormez pas bien, vous créez des troubles du comportement alimentaire, vous enflammez votre corps, on est parti dans tous les sens.
Parce que vous dormez pas bien et parce que vous mangez n'importe comment. Tout dans le corps est lié. Donc pour ça, je vous dis, vous mangez, vous bougez, vous dormez correctement, vous réglez la plupart des problèmes. Mais par contre, ces 3 points-là, il faut vraiment bien les faire correctement. Pas juste je pense faire bien, je m'assure de les faire bien. Pancréas, le pancréas qui sécrète du coup l'insuline, a énormément de récepteurs de mélatonine. Vous ne sécrétez pas assez de sérotonine parce que votre tube digestif est enflammé. En fait, vous produisez moins de mélatonine, vous ne pouvez pas dormir correctement et au passage, vous allez fatiguer votre pancréas qui, s'il se fatigue et ne produit plus suffisamment d'insuline, prédiabète. Prédiabète, diabète. Aujourd'hui, à cause de toutes les merdes qu'on mange, le diabète devient une véritable épidémie parce que les gens n'ont aucune idée de comment manger correctement. Je pense manger correctement parce que j'ai pas assez de protéines dans la journée, je vais m'envoyer des émilatés protéinés. Fais surtout pas ça. Beaucoup de personnes le font. Je l'ai fait pendant un moment, ça va pas bien du tout. Vous êtes en train de complètement éclater votre système digestif. Ouais, mais moi, je dois me complémenter du coup en protéines en poudre. Ouais, mais si tu les assimiles pas parce que tu as éclaté ton système digestif et que tu as un intestin qui est poreux, ça sert à quoi? À part le surenflammer. L'intestin, c'est super, super, super important. Il faut vraiment en prendre soin. C'est la base de tout. C'est pas dans l'estomac qu'on assimile les nutriments. L'estomac casse, digère le tout qui va envoyer dans l'intestin. L'intestin va assimiler les nutriments que vous avez digérés dans l'estomac. Problème au niveau de l'estomac, vous ne digérez pas correctement, vous ne pouvez pas assimiler correctement vos nutriments. Votre estomac est enflammé, vous ne pouvez pas assimiler correctement, vous allez laisser passer plein de microbes, vous allez sans arrêt tomber malade, vous allez risquer de développer des maladies neurodégénératives, vous allez complètement enflammer tout votre corps. Prenez soin de votre flore intestinale, de votre microbiote, de votre estomac, etc., etc. Donc, par rapport à tout ça, on va faire la parallèle avec les douleurs. Là, ça ne va pas bien, vos douleurs ne pourront pas aller bien. C'est impossible. Vous avez une douleur chronique, avant de vouloir venir me voir pour vous faire traiter, commencez par regarder si vous managez correctement vos stress, si vous avez une alimentation vraiment bien gérée, si vous dormez correctement. Je ne vais pas rentrer dans les 7 heures, 8 heures, 9 heures de sommeil par nuit, c'est très personnel, mais il faut un minimum de 7 heures de sommeil pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir plus, il y a des personnes moins, ce n'est pas un problème. Vous devez dormir et vous devez dormir entre 22 heures et 6 heures du matin. Parce que d'un point de vue hormonal, c'est là que vous sécrétez les hormones qui vont permettre à votre foie de se régénérer. Le foie se régénère entre minuit et 4 heures du matin. Vous travaillez entre minuit et 4 heures du matin, votre foie ne se régénère pas. Vous allez l'engraisser petit à petit, il va travailler de moins en moins, tout va partir en couille. Vous ne dormez pas correctement, votre foie ne se régénère pas. Le foie est un organe qui se régénère. Donnez-lui la possibilité de se régénérer correctement. Par rapport aux douleurs, je vais y revenir. Le sommeil est primordial. Question? Ouais. Oui. Alors, un truc qui est très simple. Est-ce que tu es déjà parti en vacances? Comment tu es quand tu es en vacances? Est-ce que tu sens une différence entre tu es en vacances et tu reviens ici? Est-ce que vous sentez quand vous partez en vacances une différence entre je pars en vacances, je reviens? Parce que moi, quand je pars, même si c'est pas très loin, entre partir, revenir, quand je reviens, je me rends compte d'à quel point je suis bien ici et d'à quel point je manage mon stress. On part en compétition à Genève, la circulation en ville, les bruits, putain de merde, c'est un enfer. Vivre dans ces grandes villes, il y a tout le monde qui est sujet au stress, c'est un enfer. Ici en Valais, on est vraiment très bien. Vous partez en vacances, vous êtes tout autant bien, détendu, c'est que c'est OK.
Moi, par rapport au téléphone, on était parti 5 jours en Italie. J'avais pas de réseau, j'ai posé le téléphone. 5 jours sans téléphone, tu n'imagines même pas à quel point tu te sens bien quand tu n'as pas ça. C'est un truc de fou. Donc, je pense que le stress, on y est sujet au quotidien. Après, moi, le stress, je le gère d'une manière très simple. Je fais une sieste tous les jours après le repas. Avant, il me fallait 20 minutes pour être bien. Maintenant, c'est entre 13 et 14 minutes. Je sais qu'en 3 minutes, je rentre en phase de sommeil superficiel. À 13 minutes, si je suis très fatigué, je passe en sommeil profond. Donc, je mets le réveil et en général, à 13 minutes, je me réveille. Je suis en forme, c'est 14 minutes. À 1 minute près, je sais exactement quand je vais me réveiller. Tu peux lui demander juste avant. Tu as 10 minutes pour dormir, à moins quart, il y a tout le monde qui arrive. C'est 33. Je me pose, 2-3 exercices respiratoires, j'ouvre les yeux et 43. Je savais que c'était 10 minutes. Pourquoi? Parce que je le répète tous les jours et en pleine conscience. Je sais, je manque, je ne suis pas juste là à poser, à attendre. Je manque, je ressens ce qui se passe. J'apprends à manager mon stress. C'est comme pour tout. Vous mangez à la va-vite parce que vous n'avez pas le temps? C'est pas possible. Vous devez apprendre à ressentir ce qui se passe dans votre corps. C'est primordial. De la cohérence cardiaque, il y a… Non, pas obligé. Mais moi, comme j'ai vraiment pas le temps en dehors de ce moment-là que je prends pour moi, je le fais à ce moment-là et avant de m'endormir. 16h02, tu me donnes 7 minutes. Dans 7 minutes, je suis nickel. J'ai pu décharger complètement. Mais pas ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est un travail que vous devez apprendre à faire sur votre corps. Mais moi, ça fait combien de temps que je suis physio? 6 ans? Ça fait 6 ans que je le fais. Tous les jours. Même quand je ne travaille pas, je le fais. Ouais. Mais je le fais depuis 6 ans, tous les jours. D'autres questions avant de passer à la suite? Ouais. Sur 5 semaines? Ah. Alors, si tu sais comment il faut gérer cette semaine, oui, face à la fatigue des nuits. Ouais. Oui. Répéter. Même une semaine sur 2 pendant des années, là, ça va te déglinguer, ouais. Si tu fais une semaine sur 5, tu limites encore la casse. Tu as quand même 4 semaines après pour récupérer. C'est pas si pire. Je prends l'exemple des infirmières qui font quand même leur coupé, les médecins et autres corps de métier où tu travailles de nuit. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils font pas non plus des années dans le domaine et qu'après ils finissent à bosser ailleurs. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Oubliez pas une chose. Tu peux… Alors, vous pouvez vivre comme une rockstar jusqu'à 50 ans et après être complètement déglingué et ça part en couille, ou alors vous pouvez faire n'importe quoi de votre vie. Heureusement pour vous, vous n'avez pas les gènes qui exprimaient le potentiel développement d'une maladie. Il y a combien de personnes qui fument 3 cartouches semaine, qui n'ont jamais eu de cancer? J'ai le père d'un ami, 50 ans, début du cancer poumon, 56 ans, loin, il n'a jamais fumé de sa vie. Potentiellement, d'un point de vue épigénétique, il avait des gènes qui étaient prédisposés à développer une maladie au niveau, ou une merde au niveau pulmonaire. Donc ça, non. Après, j'ai pas envie de dire que c'est ça ou pas ça. J'ai juste envie de vous dire, vous avez des gènes, vous avez potentiellement la chance de ne pas développer des maladies ou des merdes que vous potentiellement devriez en développer si vous n'avez pas cette hygiène de vie. Peut-être que vous n'avez pas ces gènes-là qui vont exprimer ces maladies. Il y a une part de génétique également dans tout ça. Mais si
vous dites « Oh, je m'en bats les steaks de toute façon, je fais ma vie », en fait, vous vivez avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et peut-être qu'elle va tomber, mais peut-être pas. Moi, perso, j'ai pas envie de prendre le risque. Donc après, c'est des choix personnels. Mais l'épigénétique, si vous comprenez comment ça fonctionne, là, vous mettez 8 chances sur 10 de votre côté de vivre très bien et très longtemps et en bonne santé. Même si tu n'as pas de chance de développer de merde. Yes? Maintenant, par rapport aux douleurs, pourquoi des personnes ont tout le temps mal? Tu checkes juste le téléphone s'il y a de la batterie ou coupé et relancé? Ça tourne. Les douleurs, c'est très simple et très compliqué à la fois. Un corps, d'un point de vue mécanique, je suis debout, j'ai des chaînes musculaires profondes, moyennes, superficielles, les différentes couches musculaires, des chaînes postérieures, chaînes antérieures, chaînes croisées, chaînes spiralées, chaînes latérales. Toutes ces chaînes musculaires me permettent de bouger dans un plan de l'espace, rotation, flexion, inclinaison, faire tous les mouvements qu'on peut faire. Le problème, c'est quand on commence à avoir des déséquilibres au niveau de ces différentes chaînes musculaires. Chaîne postérieure, chaîne posturale, permet de maintenir quand même votre squelette droit dans l'axe. Vous développez des faiblesses. Les personnes là, vous allez tout de suite vous reconnaître. Je bosse assis toute la journée sur une chaise. Vous n'êtes pas capable, quand je vous demande de faire un squat, de ressentir vos fessiers. Amnésie des fessiers. En général, ce sont des personnes qui ont des douleurs de dos. Parce que les fessiers sont des muscles qui stabilisent votre bassin. Le bassin est le socle de votre colonne. Si vous avez des fessiers inactifs, vous avez un bassin instable, une colonne lombaire instable. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui ont les 2 barres ici au fond du dos, tout le temps mal. Et en fait, elles vont chez le physio se faire traiter parce que tu comprends, j'ai mal au dos, j'ai 2 barres amines ici, il faut me traiter ça. Là, on est en train d'essayer de relâcher une tension musculaire qui est là pour protéger votre colonne lombaire. Donc en fait, vous, ce que vous faites, c'est essayer d'enlever la seule chaîne musculaire qui protège vos lombaires du manque de tension qui est ailleurs. La compréhension du corps, c'est hyper important. Donc ce qu'on va faire, c'est renforcer l'arrière des cuisses, renforcer les fessiers, renforcer des abdos profonds qui stabilisent votre colonne. Là, ce qui était tendu, ça va complètement fondre et il n'y aura plus de tension lombaire. Les personnes qui ont toujours la barre amine au fond du dos sont des personnes qui n'ont pas de cul, qui n'ont pas de ischio actif et qui n'ont pas d'abdos. Problème, ça part en couille ici. Là-haut, c'est le bout de la chaîne. Donc des personnes qui ont mal au dos, en général lombaire, quelques temps après, c'est des personnes qui ont des problèmes au niveau des cervicales. Problème cervical, compression des racines nerveuses, problème au niveau des épaules. Ah, j'ai des douleurs dans les épaules, j'ai des douleurs de coude, j'ai des douleurs de poignet, de main, peu importe. On revient à ce que je vous disais avant, si vous ne traitez pas le problème de base, vous faites ce que vous voulez, ben en fait, vous allez toujours vous retrouver avec ces merdes qui vont rester. Dans le corps, tout doit bouger. On avait une prof à l'école, j'aimais très bien, ça m'est resté. On est des chasseurs de zones hypomobiles. Donc nous, notre but, c'est de chasser toutes les zones qui ne bougent pas, qui sont verrouillées. En général, vous avez une zone qui ne bouge pas, qui est verrouillée par un spasme musculaire, et du coup, la partie opposée va être mise en tension. Les personnes qui bossent derrière un ordinateur, j'ai mal à la nuque, traite-moi la nuque. Ah, je ne peux pas faire gym, j'ai mal à l'épaule. Ah. Donc tant que vous n'allez pas relâcher l'avant et renforcer l'arrière, ben en fait, ça ne va rien changer. En général, quand il y a un problème quelque part, il faut aller voir à l'opposé. Les douleurs de dos, pour ceux qui sont venus chez moi, vous savez comment je travaille, je vais toujours voir dans le ventre en premier. Tu as mal au dos, je travaille le ventre. Ben parce qu'en fait, tout ce qui est à l'avant, qui travaille beaucoup trop, je suis assis sur une chaise, je reste 8 heures de temps dans cette position, la partie avant, elle se verrouille. Et ce qui est à l'avant, compression des disques, douleur lombaire, donc vous avez mal au dos.
À quel moment vous pensez qu'il faut aller travailler ici dedans? Vous avez mal en quelque part, commencez par aller voir l'opposé. Tu as mal à l'avant de l'épaule, peut-être que c'est l'arrière qui est problématique. Est-ce que c'est un manque de renfort de tension? Est-ce que c'est un blocage? Alors après, c'est notre job d'aller chercher la cause du problème. Ce qu'il faut faire, c'est pas aller chercher la zone symptomatique en premier, parce qu'une zone symptomatique est très souvent une conséquence d'une zone qui est problématique. Donc pourquoi traiter un symptôme et laisser de côté le problème? Donc le but, c'est d'avoir une vision globale. Je reprends l'exemple, j'ai mal à l'épaule. Est-ce que mon bassin est stable et bouge bien? Est-ce que mes chevilles, mes pieds sont stables? Premier point d'appui qu'on a avec le sol, c'est la voûte plantaire. Vous avez des personnes qui ont la voûte plantaire complètement affaissée. Faut pas chercher plus loin. Les genoux niqués, commencez par renforcer votre grippe plantaire et les muscles que vous avez dans les jambes. Vous avez toujours des problèmes de nuque, commencez par voir si vous avez une bonne ouverture thoracique, s'il y a tout qui bouge au niveau de la nuque, s'il n'y a pas des compensations au niveau thoracique. Problème de nuque, on a aussi très souvent le problème du diaphragme. La coupole diaphragmatique, verrouillée, crée une grosse fermeture au niveau de votre thorax. Je vois là, les quelques-uns qui sont comme ça avec un tout petit thorax, le baby thorax, c'est simplement que vous avez un diaphragme méga tendu qui ferme le tout. Le problème, c'est que ça va créer une grosse fermeture thoracique. La fermeture thoracique, c'est ça. Hein. Et toutes les personnes qui ont des grosses fermetures thoraciques, vous pouvez essayer. En général, ce sont des personnes qui ont de la peine à lever le bras à 180 degrés au-dessus des épaules. Donc, vous voulez aller travailler, vous avez mal à l'épaule, tu manques de mobilité dans ton épaule. Ouais, mais ton épaule, si elle ne bouge pas, c'est parce que tu as un thorax qui est complètement verrouillé et fermé. Donc, tu travailles l'épaule sans penser à aller voir ailleurs. Baiser. Donc, tout doit bouger dans le corps. Ça, c'est vraiment la première chose d'un point de vue biomécanique. Tout doit bouger. Chaque articulation a une certaine amplitude en termes de degré de mobilité à avoir. Vous perdez cette amplitude, ça va être problématique. Vous avez au contraire une trop grande amplitude, je fais le lien avec l'hyperrigidité, l'hyperlaxité, c'est également problématique. Vous êtes trop raide, il y aura beaucoup trop de contraintes appliquées au sein de l'articulation, vous allez développer de l'arthrose précoce. Parce qu'en fait, le frottement ne va jamais permettre au cartilage de se régénérer. Donc les personnes trop raides, c'est qu'une question de temps avant de développer de l'arthrose. Les filles, à cause de la relaxine, hormone que vous produisez pour laisser passer baby lors de l'accouchement, hyperlaxité. Si vous ne faites pas un minimum de sport et que vous êtes hyperlaxe, c'est qu'une question de temps avant de développer également de l'arthrose et d'autres problématiques au niveau articulaire. Hyperlaxité, hyperrigidité. Vous devez vous situer entre ces deux spectres. Vous devez pas être trop rigide, vous ne devez pas être trop laxe. Vous devez avoir de la tension, mais pas trop non plus. J'ai fait une vidéo, j'ai expliqué à quel point le gainage c'était mauvais. Pour les personnes raides, pas pour tout le monde. Le travail en isométrique est très bon pour des personnes qui n'ont aucune tension musculaire. Par contre, moi je fais du gainage, je vais me flinguer. Toi tu fais du gainage, ça va vraiment t'aider. Donc on ne peut pas tous travailler de la même manière. On doit tous avoir un certain équilibre, avoir de la mobilité, du mouvement dans tout notre corps. À partir du moment où on n'a pas assez de mouvement, on perd de l'amplitude articulaire, c'est qu'une question de temps avant que ça s'enflamme, avant que vous ayez des douleurs. Vous avez beaucoup trop de mobilité, un manque de tension musculaire. C'est avec qui que je disais, c'était des mollusques, c'était ce matin ou avant? Les mollusques, c'est qu'une question de temps avant d'avoir des hernies discales et autres merdes du genre. Vous devez avoir de la tension dans votre corps pour maintenir votre squelette. On a des... Alors, il faut simplement voir, pour toi par exemple, si tu fais des tests d'amplitude, est-ce que tu es capable, droit gainé, je lève mon bras, j'ai une amplitude complète. Est-ce que quand je fléchis, je suis capable d'arrondir toute ma colonne? Chaque articulation doit avoir certains degrés d'amplitude, si tu veux.
Et c'est pour ça que nous, dans le CrossFit, on a des mouvements complets. Tu n'es pas powerlifter, tu t'arrêtes là. Les powerlifters, eux, alors ils développent d'autres types de problématiques, c'est une catastrophe. On travaille des amplitudes complètes qui vont entretenir la santé articulaire. Ça, c'est vraiment le premier gros point, le point biomécanique. Tout doit bouger dans le corps, mais tout doit également avoir une certaine tension. Autre point, système neurologique. Vous avez un système nerveux défaillant, trop de cortisol. Je suis tout le temps dans mon système sympathique, je suis tout le temps boosté, j'arrive jamais à me calmer. Mon corps est dans un état inflammatoire, douleur chronique. Je ne comprends pas, j'ai tout le temps cette douleur dans l'épaule qui vient, j'arrive pas à la faire partir. Commence peut-être par aller voir si tu consommes pas trop de café, si tu bois pas beaucoup d'alcool, si tu n'arrives pas à manager ton stress. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu arrives à abaisser ton taux de cortisol? On a deux systèmes nerveux dans le corps, sympathique, parasympathique. On est en journée, on est actif, on est censé être dans le système sympathique. On est censé se booster. Moi, le problème que j'ai eu pendant longtemps, je devais tellement me calmer qu'en fait, au moment de devoir faire des grosses barres, j'avais plus la capacité de m'énerver puis de mettre le niveau de tension suffisant pour soulever lourd. C'est pour ça que des fois, un petit pré-workout ou alors je me dose à la caféine pour m'exciter un petit peu. Vous devez, sur certains moments, vous énerver, être actif. Vous devez, le reste du temps, être calme, manager votre stress. Parce que ça va pas déclencher une inflammation. Par contre, vous avez une zone qui est enflammée, en fait, si vous êtes dans un système nerveux sympathique en permanence, que vous avez trop de cortisol, ce taux d'inflammation va surtout augmenter l'intensité de la douleur. Il faut voir ça comme j'ai un terrain qui est embrasé, il me fait un peu mal. Et moi, qu'est-ce que je fais avec mon cortisol et mon incapacité à dormir? J'ai l'hélicoptère, bidon d'essence et boum, et je balance la dose. Et là, c'est des douleurs méga fortes. Moi, on a eu le cas d'une patiente, là, double luxation au niveau des épaules, multiples déchirures dans les épaules, on a traité pendant 6 mois. Notre grande copine, elle part en vacances, j'ai cru que je la démontais au retour, vraiment. Elle part, elle avait tout le temps des douleurs, je ne comprends pas, ça ne va pas, ça me fait mal. Elle part voir son père en bas à Milan, elle passe 10 jours de vacances en Italie. Elle revient, je l'ai en premier traitement, elle me dit quoi? Putain, je vais arrêter la physio. C'était incroyable. Raconte. Je suis parti en vacances, tu sais que pendant 10 jours, aucune douleur, je pouvais bouger, faire tout ce que… Elle avait des grosses déchirures quand même, mais aucune douleur, je pouvais tout faire, c'était génial, incroyable. Par contre, quand je suis revenu dans l'avion, on atterrit à Zurich, je veux prendre mon sac, je commence à sentir la douleur, je suis dans la voiture, je recommence à avoir les douleurs et le lendemain, putain, c'était reparti. Ouais, oui, je t'entends bien. Est-ce que je t'ai traité entre le moment où tu as atterri et t'es revenu? Eh ben non, ma grande. Tu es juste retourné dans ton stress du quotidien, ta vie que tu n'arrives absolument pas à gérer. Et donc, en fait, ça arrivait pour beaucoup de personnes. Douleur chronique, je pars en vacances, le stress, zéro. Zéro douleur, zéro. La personne revient, replonge dans sa vie un peu merdique où elle est incapable de gérer ses émotions, son stress et autres. La douleur directe, elle revient de manière très forte. Ah ben ouais, c'est en lien avec le surplus de stress qui, en fait, éclate ton niveau de cortisol. La gestion du stress, super important également dans le niveau de ressenti de douleur. Je vous ai parlé avant, le sang, la lymphe. Vous avez un système lymphatique qui fait à peu près 8 litres dans votre corps. Vous ne buvez pas assez, votre lymphe travaille mal, vous ne pouvez pas éliminer tous les déchets qui circulent dans votre corps. Agglomération de déchets métaboliques, agglomération d'autres acidose métabolique et autres, votre corps, votre zone qui est enflammée ne peut pas récupérer correctement. Exemple tout courant, vous faites un effort à bloc, mais vraiment un sprint à fond, vous donnez tout, vous avez les jambes en feu, vous avez mal, ça ne va pas. Vous allez faire deux choses. Soit vous faites rien, vous posez sur le canapé, vous attendez que ça passe. En général, ces personnes-là auront des douleurs, des courbatures qui vont durer longtemps. Soit vous allez sur le vélo, 7 minutes, ou vous allez marcher, marche rapide, vous tournez les jambes. Là, par contre, vous n'allez pas avoir de douleur. Après, vous allez être nickel. Le fait de tourner les jambes, vous allez activer la circulation sanguine qui va stimuler la circulation lymphatique, qui va optimiser
l'élimination de tous ces déchets, la réduction de cette acidose métabolique qui va vous réamener votre corps dans un état d'équilibre acido-basique normal. Et en fait, vous êtes nickel. Là, je vous ai donné un exemple, mais tout fonctionne comme ça dans le corps. Les personnes sédentaires où vous ne bougez pas beaucoup, vous n'activez pas suffisamment votre lymphe, vous avez une accumulation de vos déchets qui va se faire partout dans votre corps, y compris au niveau de vos articulations. Vous avez déjà entendu parler du liquide synovial? C'est un liquide qui se trouve dans votre articulation, qui est produite par la capsule articulaire, donc les ligaments, et par le sang. C'est un liquide qui permet de régénérer le cartilage. Donc, effort répété pendant la journée, j'abîme mon cartilage. Si je suis hyper rigide, ça reste compact. Il n'y a plus de synovie dans l'articulation. Le cartilage ne se régénère pas. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec l'arthrose. Par contre, pas de tension musculaire, pas d'hyperrigidité. Vous vous couchez. Même principe l'éponge, vous l'écrasez, il y a de l'eau qui sort, vous reposez sur la flaque, vous la relâchez, effet d'aspiration. Cette synovie, c'est un liquide qui a les capacités de régénérer du coup votre cartilage. Donc, si vous n'êtes pas hyper raide, vous couchez, pendant la nuit, vous allez régénérer les dégâts qui ont été faits pendant la journée. Problème, si vous avez un sang qui est hyper acide, parce que vous bouffez trop de sucre et que vous avez un déséquilibre au niveau de l'insuline, en fait, vous allez faire de la synovie pro-inflammatoire. Donc, au lieu de régénérer vos cartilages, en fait, vous allez encore plus les enflammer. Vous avez déjà entendu parler de t'as mal partout? La fibromyalgie. Bingo. Vous avez une fibromyalgie, commencez par voir si vous mangez correctement. Les personnes qui ont mal partout dans le corps, ce sont des personnes qui, en général, ont un gros déséquilibre au niveau de ces hormones insuline, un sang hyper acide, et donc vous enflammez tout votre corps et vos articulations s'enflamment, vous avez mal partout. Il y a une réaction du système neurologique droit derrière qui amplifie l'effet de l'inflammation. Tout est lié. Vous ne mangez pas correctement, vous enflammez tout. Donc là, on a le système biomécanique, on a le système lymphatique qui va aider à réguler l'élimination de ces déchets. Au passage, vous faites 3 heures, ça je l'ai déjà dit la dernière fois, je vais le répéter parce que je pense que c'est assez important. Vous faites 3 heures de sport dans la journée, mais le reste du temps, vous êtes assis le cul sur une chaise. Vous allez au travail en transport public, en voiture, vous ne marchez pas. Vous êtes sédentaire. Vous pensez vraiment que 3 heures de sport dans la semaine, et 3 heures c'est déjà pas mal parce que certaines personnes c'est que 1 heure ou 2, vous pensez qu'en 1 heure, 2 heures ou 3 heures de temps, vous allez rattraper le manque d'activité physique fait sur la journée? Ah, pas du tout, vous êtes vraiment des personnes sédentaires. C'était une bonne idée de mettre sur ces montres le nombre de pas. Par contre, là, ces personnes-là regardent uniquement les pas et font rien d'autre, c'est pas forcément idéal. Mais déjà, c'est un bon indicateur pour voir si vous êtes suffisamment actif ou pas. Aujourd'hui, pour être actif, il faudrait quand même que vous fassiez un minimum de 8005 à 10 000 pas par jour. C'est vraiment un strict minimum. Pas de pas, pour moi, ça, parce que là, des fois, je coach, je me balade dans la salle, je reçois ma notif 6500 pas, c'est cool. Là, vous vous déplacez, vous ne bougez pas. 10 000 pas de marche actif. Marche, un bon pas, où vous faites un effort. 10 000 pas, c'est à peu près 1 heure de marche par jour. Est-ce que tout le monde ici fait à peu près 1 heure par jour de marche? Si vous ne le faites pas, va falloir peut-être commencer par faire ça avant de vouloir faire autre chose dans un but d'améliorer votre santé. Ça, c'est vraiment primordial. Par contre, si vous avez un job actif où vous bougez, moi, fin de journée, putain, assis, debout, entre les traitements, manuels, mon corps, je peux vous dire je pense que c'est pas pour rien que j'arrive pas à prendre de la masse. Je brûle beaucoup trop parce que je bouge tout le temps. On a le même problème, toi, mais t'inquiète pas. Vous voulez perdre du poids, marcher, bouger, mais pas juste bouger. Marche rapide. Si vous êtes, j'ai la solution pour vous, si vous êtes derrière un bureau 8 heures par jour,
Pourquoi est-ce que les personnes hyperactives ne sont jamais gros? Même si la personne hyperactive est derrière un bureau, elle ne sera jamais grosse. Parce qu'en fait, elle fait ses micro-mouvements. Je me rappelle plus du nom on a donné à ces micro-mouvements, mais aujourd'hui, on a prouvé le stylo, jouer avec le stylo. Ça, vous bougez pendant votre journée. Comme ça, vous brûlez en fonction de combien de temps vous faites ces micro-mouvements, entre 400 et 1200 calories sur la journée. Je répète, ça, 3-4 heures par jour, c'est entre 400 et 1200 calories par jour. On voit, vous voyez très bien du genre de personnes que je parle. Les personnes en surpoids sont des personnes mollassonnes qui ne sont pas actives. Ce n'est pas péjoratif, c'est une constatation. Je n'ai jamais vu personne et vous ne verrez jamais personne en surpoids en étant hyperactif. Les hyperactifs bougent tout le temps, ils sont tout le temps en train de bouger. Il y a tout le temps des micro-mouvements. Les personnes hyperactives qui mangent n'importe comment, vraiment de la merde, qui ne font pas de sport, qui ne bougent pas, seront jamais grosses parce qu'en fait, à force de tout le temps faire ces micro-mouvements, elles ont déjà dépensé 1200 calories sur la journée sans rien faire. Alors d'un point de vue santé, c'est pas forcément top, mais d'un point de vue prise de gras, alors eux ne seront jamais gros. Vous avez la même personne qui fait le même travail, on le voit dans le caractère. Les personnes hyperactives, les personnes, tu vois, yeah, cool. On le voit au niveau... Alors, à force d'observer, on voit qui est hyperlaxe, qui est hyperraide, qui est hyperactif, qui est mou. Et ça, je vous jure, ça change vraiment tout. Il y a eu des études de fous qui ont été portées là-dessus. Vous allez regarder, je n'ai plus le terme de ce truc-là, ces micro-mouvements dépensent énormément de calories sur la journée. Vous voulez perdre du poids, vous ne pouvez pas marcher, commencez par changer votre style. Faites, pensez, bougez, créez du micro-mouvement. Pourquoi ces micro-mouvements stimulent le système nerveux sympathique qui stimule votre métabolisme basal qui fait qu'en fait vous brûlez de la calorie sans rien faire. Soyez dynamique, soyez actif.